L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Il n'avait pas parlé depuis sa défaite électorale dimanche dernier, enfin son semi-échec dirons-nous. Emmanuel Macron a fini par prendre la parole hier soir 20h. Oui, et il était temps. Le chef de l'État doit en effet quitter le territoire national dès ce matin pour Bruxelles, où se tient un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, suivi d'un sommet Union européenne pays des Balkans, avant demain, une réunion des dirigeants de la zone euro. Il refera un saut rapide en France samedi avant de repartir pour une tournée internationale, d'abord en Allemagne pour le G7, puis à Madrid où il participera au sommet de l'OTAN. Et pour boucler ce périple, Emmanuel Macron fera un saut au Portugal pour participer à la conférence des Nations Unies sur les océans. Une semaine d'absence quasi continue, une semaine en territoire étranger sans pouvoir, parce que c'est la tradition, sans pouvoir s'exprimer sur des sujets nationaux. Ne pas parler, c'était laisser le pays dans l'inconnu sur les conséquences qu'Emmanuel Macron compte tirer du grave revers qu'il a subi dimanche. Et c'était aussi nourrir le doute sur sa capacité à affronter cette situation inédite. Donc il a parlé, ce fut relativement bref, mais il faut quand même décrypter. Est-ce qu'on peut dire qu'il a levé les doutes ? Ben non, pas du tout. En fait, le chef de l'État a donné l'impression de nier la réalité de sa défaite aux législatives et de jouer à qui perd gagne avec les oppositions. Le déni de réalité, on le sentait lorsqu'il expliquait par exemple qu'en avril comme en juin, c'est-à-dire à l'élection présidentielle comme aux législatives, les Français avaient réalisé un choix clair. Mais le président faisait semblant d'ignorer que ce choix n'allait pas les deux fois dans le même sens. Le déni de réalité, on l'entendait lorsqu'il affirmait qu'il ne fallait jamais perdre de vue l'orientation donnée par sa propre réélection, ni plus d'impôts, ni plus de dettes, mais plus de travail, alors que précisément, ben non, il n'a pas rassemblé de majorité parlementaire sur ce programme. Alors vous disiez qu'il a joué à qui perd gagne, c'est-à-dire ? Eh bien, puisqu'il est incapable d'obtenir une majorité, il demande aux autres, aux oppositions donc, de la lui donner. Concrètement, il demande aux différents partis politiques de lui faire des propositions et de lister les sujets sur lesquels ils sont les uns et les autres prêts à former des alliances de circonstances. Et plus osé encore, il explique qu'il va donc partir à l'étranger et qu'il verra à son retour ce qui sera possible de bâtir. Et en quelque sorte, il ramassera les copies. Voilà toute l'habileté de la manœuvre. Si rien ne se dégage de très concluant, ce qui est le plus probable, eh bien le chef de l'État fera porter la responsabilité du blocage sur les oppositions en les accusant de ne pas jouer le jeu de l'ouverture, de ne pas accepter la nécessaire loi de l'élargissement des majorités, de rejeter ce qui, dit-il, se fait un peu partout en Europe, là où se construisent effectivement des majorités grâce aux alliances entre minorités. En somme, les empêcheurs de gouverner, les adversaires de l'intelligence démocratique, c'est les autres. La gouvernance du pays est bloquée, c'est pas moi, c'est eux. C'est magique. Mais alors, est-ce que ça peut fonctionner ? Est-ce qu'il y a des partis ou des députés vont adhérer à cette proposition de dépassement, comme il dit, du président ? Alors, c'est pas totalement impossible, mais assez peu probable. Chacun va présenter une liste de courses qui sera plus ou moins applicable. Ça permettra au chef de l'État de gagner du temps, de tester la porosité des frontières partisanes, de faire le tri entre les opposants estampillés républicains avec lesquels il est possible de travailler et les autres. Et il va sûrement en trouver. Mais est-ce que ce sera suffisant ? C'est une autre affaire. Et puis cette stratégie présente aussi de nombreux inconvénients. Par exemple, parmi les sujets sur lesquels le chef de l'État demande aux oppositions leur contribution, il n'y a pas la question des retraites, qui était pourtant jusque-là la mère de toutes les réformes. Et pour cause, aucun terrain d'entente ne peut être trouvé sur ce sujet. Autre inconvénient, Elisabeth Borne n'apparaît pas dans le dispositif, elle n'est pas citée, pas évoquée, transparente. Honnêtement, ça ne la renforce pas vraiment. Enfin, et il est là le risque maximum, Emmanuel Macron semble parier que faire rejaillir la responsabilité du blocage sur les autres leur coûtera à eux cher politiquement. Mais c'est oublier que, et les législatives l'ont montré, le tout sauf Macron est puissant dans le pays. Pas sûr que les Français soient, avant longtemps, capables d'accepter d'Emmanuel Macron qu'il dégage sa responsabilité de tout ce qui pourra arriver. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal, l'opinion RN et NUPES, le clash des oppositions. La première veut se crédibiliser, la seconde bordéliser l'Assemblée. C'est ce que vous écrivez. Bourbier au Palais Bourbon. Joli titre. Merci Nicolas. On va en parler d'ailleurs évidemment avec l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h13. Le philosophe, essayiste, polémiste Michel Onfray, 7h57.